Oh oui, mes amis, bienvenue sur la toute première hashtag TLR Stories que je vous avais promis depuis longtemps, dans laquelle je vais vous révéler tous les secrets autour de mon match à NXT TakeOver le 11 septembre 2014. 10 ans après, je vous dis tout sur ce match qui a changé ma carrière. C'était donc il y a 10 ans, mes amis, le 11 septembre 2014, NXT TakeOver Fatal 4-Way en direct sur le WWE Network depuis Full Sail University à Orlando, en Floride. C'était à l'époque le match le plus important de ma carrière et ça l'est peut-être encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui a rendu ce match aussi incroyable? Comment j'en suis arrivé là? Tous les secrets des vestiaires autour de cet événement principal dans ma carrière, je vous dis tout dans cette toute première hashtag TLR Stories. Oh oui, bel esprit. Tout commence en mai 2014 quand j'effectue enfin mes débuts en équipe avec Marcus Louis à la télé dans l'équipe des Légionnaires, cette équipe de Français qui affrontent dans leur premier match Kalisto et El Local. D'ailleurs, c'était aussi le premier match de Kalisto à la télévision WWE. Sans surprise, nous perdons le match et très rapidement avec Marcus, on commence à prendre conscience que dans les yeux des officiels et des scénaristes, notre spot à NXT, ça va être les jobbers de service. Pourtant, c'est pas comme si Marcus et moi-même on se défonçait toutes les semaines pour prouver notre valeur et notre talent à l'office de la WWE. Et pour faire cela, j'allais à littéralement tous les entraînements possibles au Performance Center. En plus des réguliers auxquels il fallait assister et participer par obligation professionnelle et contractuelle, il y avait de temps en temps des sessions d'entraînement bonus qui permettaient tout simplement de marquer des points dans l'optique et dans la tête des coachs. Et c'est à vouloir trop forcer comme ça que le premier drame est arrivé. Bill DeMott, head coach d'NXT à l'époque, coach en chef du Performance Center, a la magnifique idée de mettre un entraînement bonus le samedi 5 juillet 2014 de 10h à midi. Maintenant, gardez en tête que le 4 juillet, aux États-Unis, c'est la fête nationale. Donc, la veille, je suis à l'autre bout de la Floride avec plein d'amis catcheurs, notamment Becky Lynch qui était ma voisine à l'époque. Et on passe la soirée sur la plage à faire la fête, à s'amuser, mais dans notre tête, Becky et moi-même, parce que Becky également à ce moment-là n'est pas encore régulièrement à la télé, on se torture l'esprit à se dire est-ce qu'on ne devrait pas aller à cet entraînement demain? Est-ce que ça nous ferait pas marquer des points pour monter dans l'estime de Bill DeMott, le chef du Performance Center? Et donc sur le chemin du retour avec Becky, on décide d'aller à cet entraînement le lendemain à 10h. Même si on est en manque de sommeil, même si j'ai conduit toute la nuit, c'est pas grave, il faut marquer des points parce qu'encore une fois, à ce moment-là, avec Marcus, je suis juste un jobber à la télé. On est donc début juillet 2014. À cet entraînement, on y va avec Becky. Tout se passe super bien. Mais comme elle le mentionne dans son livre, juste à la fin de l'entraînement, je me déchire très sérieusement l'ischio gauche, le muscle qui est derrière la cuisse. Et alors là, c'est une catastrophe. Parce que vu que c'est un samedi, le lendemain de la fête nationale, il n'y a personne au Performance Center. Il n'y a aucun staff médical pour regarder tout de suite ma cuisse. Donc je passe le week-end à me mettre de la glace dessus à la maison. Je peux à peine marcher, je boite, ça fait mal. Le lundi d'après, dès qu'on retourne au boulot, le premier truc que je fais, c'est d'aller dans le training room, la salle médicale où il y a tous les docteurs du Performance Center pour me faire ausculter la cuisse. Parce que la sensation était vraiment désagréable. J'avais littéralement l'impression d'avoir un trou là où devrait être mon muscle. Et là, très rapidement, je me dis, il y a quelque chose qui cloche. Parce qu'ils me font faire aucun examen. Même limite, j'ai l'impression qu'ils commencent à speeder ma rééducation. Et je me dis, tiens, c'est bizarre. Parce que je regarde sur Internet et je vois que le genre de blessure que j'ai, surtout vu la gravité, c'est au moins 5 à 6 semaines d'arrêt. Ce qui veut dire que si je vais être blessé pendant plus de 3 semaines, je redescends tout en bas de l'échelle et il faut tout recommencer. Refaire un mois dans le groupe d'entraînement des débutants avant de repasser éventuellement sur les shows non télévisés et revenir à la télé. Et là, en fait, je constate qu'ils speed ma rééducation pour que je revienne le plus vite possible. Je vois pas trop pourquoi. Et sincèrement, je vais pas poser de questions parce que mon objectif à ce moment-là, c'est de garder mon spot à la télé et de revenir le plus rapidement possible. Seulement, la cuisse tire beaucoup. Je sens que je frôle tout le temps la reblessure, mais je dis rien, je me plains pas et je fais tout ce qu'on me dit. 3 semaines plus tard,
je recommence à m'entraîner et une semaine après, je recommence les shows avec Marcus. Mission accomplie, on n'a pas perdu notre spot et on n'est pas reparti tout en bas de l'échelle. Par contre, la cuisse fait très mal. Mais je serre les dents, je dis rien parce que je veux pas perdre mon spot. Cela nous amène à mi-août 2014, les nouveaux enregistrements télé d'NXT. J'y vais sans trop espérer grand-chose, peut-être un match ou deux dans lesquels on va faire briller des babyface qui ont besoin d'être pushés à la télé. Et donc je suis dans les vestiaires et là Enzo vient me voir. Il me fait « Hey Sly, faut que je te parle ». Et là je vais le voir et il me dit « Je viens de parler avec un des scénaristes, toi et moi on va avoir un match au prochain takeover. Ça sera un match cheveux contre cheveux, mais le répète pas ». Et là, quand Enzo me dit ça, c'est comme si un feu venait de s'allumer en moi. Le travail paye enfin. Maintenant qu'il me dit ça, je comprends pourquoi ils ont speedé ma rééducation. On avait été écrit sur la carte depuis 2 mois auparavant et ma blessure avait failli tout gâcher, donc ils ont speedé ma rééducation pour pas que je manque takeover. Ce qui est encore plus incroyable dans cette nouvelle, c'est que je me souviens que moins d'1 an auparavant, j'avais eu des entretiens avec Dusty Rhodes ou Bill DeMott ou d'autres officiels et d'autres coachs du Performance Center qui m'avaient littéralement dit en me regardant dans les yeux, parce qu'à l'époque j'étais encore manager, « Sly, tu ne catcheras jamais dans un ring WWE. » Moins d'1 an après, j'ai un match 1 contre 1 à TakeOver. C'est probablement ça qui est non seulement ma plus grande fierté, mais ma plus grande joie quand j'apprends la nouvelle. Je cours chercher Marcus dans les vestiaires, je lui annonce la nouvelle et en effet, plus tard dans la soirée, un des scénaristes vient nous trouver pour nous expliquer qu'à la fin du match d'Enzo, on était censé l'attaquer et lui raser la barbe avec une tondeuse électrique pour amener le match cheveux contre cheveux. Ça faisait quelques mois qu'on était en rivalité avec Enzo et Cassidy, mais là c'était amener la rivalité à un niveau supérieur. Et d'ailleurs, pour l'histoire, Enzo était venu me voir avant le segment et il m'avait demandé une petite faveur qui était « Hey Sly, est-ce que tu peux s'il te plaît juste me raser le côté de la barbe parce qu'à TakeOver, je veux au moins avoir le book ». Et moi, en professionnel et surtout en mec réglo, je lui fais « C'est bon, t'inquiète pas mec, je vais faire ça ». Mais donc dans le segment, au final, je lui ai rasé juste la moitié de sa barbe pour qu'il puisse avoir le book à TakeOver. Et suite à cette attaque, le défi est lancé et la route vers TakeOver Fatal 4-Way commence enfin. La raison de ce match, en fait, c'était qu'à la base, il voulait que Marcus Louis change de gimmick. Il le voulait plus en français et il voulait lui faire se raser le crâne. Et ils allaient donc utiliser cette storyline pour arriver à cette fin. Une fois que la storyline était lancée à la télé, les 3 semaines qui ont suivi et qui nous séparaient du pay-per-view, qui allait être en direct sur le network, on allait bosser tous les live events, les shows non télévisés NXT qui avaient lieu les jeudis, vendredis et samedis soirs à travers toute la Floride avec Enzo Amore. En 1 contre 1, ça allait être Sylvester Lefort contre Enzo Amore avec dans le coin d'Enzo Colin Cassidy et dans le mien Marcus Louis. Les agents du match allaient être Nick Dinsmore, alias Eugene, à la WWE, et Matt Bloom, alias Prince Albert, Tensai, Giant Bernard à la New Japan, 2 catcheurs à la superbe carrière. Ensemble, on allait monter un match qu'on allait répéter de A jusqu'à Z pendant 3 semaines, 2 à 3 fois par semaine, afin d'être totalement prêt pour le pay-per-view et faire le même match à TakeOver Fatal 4-Way, le 11 septembre 2014. Après chaque week-end de show, on regardait chaque match et on analysait tout ce qui allait et tout ce qui allait pas. Tout le monde réuni, Nick, Matt, Marcus, moi-même, Enzo et Cassidy. Et comme je me rendais compte que le rêve se réalisait vraiment, que le match allait vraiment avoir lieu, c'est là que j'ai pris la décision de réaliser non seulement un rêve d'enfant, un rêve d'ado, mais un désir personnel. Je me suis dit, je vais changer complètement mon look pour ce pay-per-view. Étant un immense fan de la NWO, vu que le monde entier allait me voir en direct sur le network et que Vince McMahon allait lui aussi regarder le show, je me suis dit, je veux marquer les esprits et pour cela, je m'étais fait faire une tenue complètement inspirée de Hollywood Hogan de la NWO avec les éclairs sur le côté du collant, Sly marqué en mode NWO, ma tête peinte avec les cheveux parce que dans l'idée du heel, j'étais tellement convaincu que j'allais garder mes cheveux, que je voulais immortaliser mon visage ainsi sur ma tenue. Ça aurait donné de la matière aux commentateurs pour faire mousser cela aux commentaires et à l'écran, et surtout une veste en cuir avec peinte dans le dos, Sylvester Lefort et en gros le drapeau français avec les éclairs, ça arrachait, ça rendait super bien. Tout le mois d'août 2014, je catch Enzo 2 à 3 fois par week-end. On connaît le match par cœur et le public adore. On a un match
plutôt comédie, avec des segments où Enzo me court après tout autour du ring avec le seau de crème à raser dépilatoire dans les mains, et moi j'essaie de le repousser avec ma tondeuse électrique, et franchement, le public adore de fou. Le 11 septembre arrive à grands pas. Et la veille, on a tous rendez-vous à 16 h à Full Sail pour les dernières répétitions. Une fois sur place, je découvre la scène d'entrée d'NXT TakeOver. Je vois ce fameux siège rouge de Barbier. Et là, je réalise, ça arrive pour de bon. Tous les catcheurs sont présents. Premier match, on avait l'Ascension contre les Lucha Dragons, Kalisto et Sin Cara. Deuxième match, les débuts de Baron Corbin qui affrontait CJ Parker, Juice Robinson actuellement à la AEW. Troisième match, notre match, cheveux contre cheveux, Enzo Amore contre Sylvester Lefort. Après notre match, un segment pour les débuts de Kenta qui allait s'appeler Hideo Itami à la WWE. Quatrième match, Bull Dempsey contre Mojo Rawley. Cinquième match pour le titre féminin, Charlotte contre Bayley. Et dans le main event, le titre NXT qui était mis en jeu entre Neville, Sami Zayn, Tyler Breeze et Tyson Kidd dans un Fatal 4-Way match. Et c'est ce soir-là, la veille de TakeOver, que les problèmes commencent. Déjà, je fais la gigantesque, monumentale erreur de montrer à Eugene, Nick Dinsmore, le producteur du match, la tenue que je compte mettre le lendemain. Ce dernier, sûrement de peur d'en prendre un peu trop plein la gueule vu que c'est l'agent du match, si jamais ma tenue ne plaît pas à quelqu'un comme Triple H, me dit direct « Non, c'est pas ta gimmick, mets pas cette tenue, mets celle que t'as d'habitude. » Voilà 450 balles jetées par les fenêtres. Après, c'est ma faute. C'est ma faute totalement. J'ai voulu la jouer fair play. J'ai voulu lui en parler avant le match. J'aurais dû me taire. J'aurais dû rien dire. J'aurais dû mettre ma tenue et me pointer comme ça juste avant mon match en gorilla. Qu'est-ce qu'il m'aurait dit? Il m'aurait dit, Sly, non, retourne te changer maintenant. À 30 secondes du début du match, c'était impossible de me dire ça. Et j'aurais pu passer devant les caméras mondiales avec cette tenue que je voulais mettre vraiment. Ce jour-là, j'ai vécu une leçon que je connaissais déjà, mais que cette fois-ci, j'ai pu sentir et pu assimiler très clairement, qui est, en catch, c'est plus facile de demander pardon qu'une autorisation. Et si les problèmes s'arrêtaient là, ça aurait été bien, mais non, attendez, c'est pas fini. Donc déjà, Triple H qui était ultra occupé toute l'après-midi, depuis 15-16 heures qu'il était là-bas à Full Sail, peut seulement venir enfin nous parler pour voir notre match à 22 h. Et donc là, on lui explique le match un peu axé comédie qu'on a monté avec Nick, Matt et les autres catcheurs. Et là, direct, il nous dit « Non, j'aime pas ça, on change tout ». On est resté littéralement scotché et bête. Mais en fait, la vision qu'avait Triple H pour ce match, c'était un match relativement sérieux, un match de catch. Mais ce qui comptait surtout, c'était toute la fin du match. Tout ce qui comprenait la défaite, mais aussi le jeu autour du seau de mousse et la façon dont Marcus allait le recevoir sur la tête. Parce que oui, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'entre-temps, Enzo Amore et Colin Cassidy avaient un jour, une après-midi, je me souviens, c'était avant un show, avant un live event, ils étaient arrivés d'ailleurs super à la bourre, genre à 6h30 alors que le show commençait à 7h30, parce qu'ils avaient passé toute l'après-midi à filmer donc un segment télévisé où ils présentaient non seulement ce seau de crème dépilatoire permanente que leur avait donné Carmella, qui était dans les histoires, la cousine d'Enzo ou de Cassidy, je sais plus. Mais dans tous les cas, ce segment, cette storyline avait permis à Carmella de faire ses débuts à la télévision. Dans ce segment, donc, on découvrait cette crème qui pouvait littéralement faire tomber les poils de façon instantanée. Enzo en avait renversé sur un chien dont s'occupait Carmella. Je crois que c'était un salon de toilettage pour chiens. Et direct après, les poils du chien ont commencé à tomber. C'était littéralement une histoire de fou, mais c'était la meilleure des façons qu'ils avaient pour amener cette storyline où ils voulaient que Marcus perde ses cheveux. Et donc, la veille du match, à 22h, 22h30, Triple H nous dit non, j'aime pas ce que vous avez fait, on change tout. D'un autre côté, tant mieux, on a vraiment simplifié le match qui a eu lieu finalement à TakeOver, mais ça a été une partie de stress en plus dont je me serais bien passé. À 23h, on termine enfin de peaufiner tout le segment. On allait avoir 16 minutes au total. Triple H voulait à tout prix 4 bonnes minutes à la fin du segment pour tout ce qui était donc la défaite, la fin du match et l'histoire avec le seau. Considérez également qu'il y allait avoir les entrées. Dans les entrées, notamment durant la mienne, ils allaient rejouer les vidéos pour montrer comment on en est arrivé là. Ensuite, Enzo allait avoir son entrée
avec une promo, bien évidemment, parce que c'est Enzo et sans ses promos, il pouvait pas trop briller. Et donc au final, les entrées plus les vidéos plus les promos, ça allait prendre au moins 4 minutes 30 voire 5 minutes. Faites le calcul, 5 minutes d'entrée plus 4 minutes à la fin, on allait avoir grosso modo seulement 7 minutes de match. À 23h30, tout le monde rentre chez soi pour se reposer un tout petit peu avant de revenir au même endroit à Full Sail University le lendemain pour un rendez-vous à midi pour tous les talents. À 11h45, j'arrive motivé pour le match qui va peut-être changer ma carrière. Et déjà, en parlant de carrière, je découvre avec plaisir que pour la première fois, et la seule pour l'instant, j'ai ma tête sur un t-shirt officiel WWE que je porte actuellement. Le t-shirt officiel de l'événement NXT TakeOver Fatal 4-Way où on peut voir mon magnifique visage dans le dos sur la carte de l'événement. La journée, c'était assez stressant parce qu'il y avait beaucoup de temps d'attente, refaire les répétitions, s'assurer que tous les angles de caméra étaient bien prévus pour les moments forts du match. Tout le match était littéralement écrit sur une feuille de papier par Eugene afin qu'il puisse communiquer tout le long du match avec l'arbitre. Le début du show se rapproche, la tension monte, le fait d'être en direct mondialement sur le network et de se dire que les plus grands noms du catch et les plus grands officiels de la WWE vont regarder l'événement de A jusqu'à Z, du début jusqu'à la fin, ça rajoute à cette excitation, à cette pression, à ce stress. Ouh, que j'adorais ça. Ça passe ou ça casse. Ma carrière était en jeu ce soir-là et j'allais tout donner pour faire forte impression et faire mon boulot comme il fallait, comme un vrai professionnel. Seulement, ma cuisse tire beaucoup. Et comme un imbécile, je me dis, bon, le match est pas compliqué, ça va durer que 7 minutes et je néglige un peu l'échauffement. Le grand moment arrive. Le moment de faire mon entrée. Je me présente en gorilla, je suis avec Marcus. On s'échangeait toujours des mots en français pour se motiver, mais ce soir-là, je me souviens très clairement lui avoir dit, mec, on rentre dans l'histoire, on kiffe à mort et on est là l'un pour l'autre. Comment s'est déroulé le match? Quels ont été les retours? Quelles ont été mes sensations et comment l'ai-je vécu de l'intérieur? Mes amis, c'est ce que nous verrons dans la prochaine TLR Stories, dans laquelle je vous décortiquerai de A jusqu'à Z avec arrêt sur image et la vidéo du match, tout le match en entier. Vous le vivrez de l'intérieur comme si vous y étiez, oh oui, seulement dans les TLR Stories. Mes amis, si vous avez apprécié cette vidéo, si vous avez apprécié cette première TLR Stories, partagez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, partagez le lien, mettez la cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos. Je continue toujours les hashtags TLR Reviews, oh oui. Et surtout, mes amis, merci pour vos encouragements, merci pour votre soutien. Je vous dis à bientôt et gardez le bel esprit.